Merci beaucoup, Joséphine. Comme ça, le sentiment d'imposteur qu'on peut tous avoir une fois de temps en temps est de côté. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. On a 40 minutes devant nous, peut-être un tout petit peu plus, pour parler de ces sujets-là qui sont de comment manager et accompagner ses équipes en période de crise. Je vais vous partager plein de choses que, j'ai vues, deux, j'ai pu mettre en place, que j'ai vu qui ont marché, des écueils dans lesquels on est tombé, des choses comme ça. Pour que ça se passe bien, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez soit sur la conversation à côté, je sais que Joséphine va être vigilante et voir. N'hésite pas à m'interrompre, Joséphine, non, moi ça ne me dérange pas du tout. Et sinon, vous me posez directement, vous me coupez. Déjà, une petite note, je sais que j'utilise pas mal de franglais, donc désolée d'avance, c'est le terme, rien que le terme management est anglais. Donc voilà, juste pour me présenter, Joséphine l'a déjà fait, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc effectivement, moi je suis la cofondatrice de Lyon et de Maria Schools. Maria School, c'est quoi? C'est le campus d'école qui réunit aujourd'hui Lyon, qui est l'école par laquelle on est réunis aujourd'hui, qui réunit Maestro et Hero. Maestro, c'est sur le product management et Hero, c'est sur tout ce qui est storytelling. Ça n'est pas encore sorti, ça sort très bientôt. Vous voyez, on a notre logo. Et en fait, j'ai passé à peu près 4 ans en conseil, en strat, à accompagner pas mal de groupes. Et ça a été assez marrant parce que j'ai vu du coup des manières de manager complètement différentes. Des manières très horizontales, des manières très verticales, en fonction des endroits où j'ai travaillé. Donc là, je fais un peu un petit mix de tout ça et vous verrez. Je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un peu de se poser la question, OK, là, on est dans une phase et on dit, j'ai un peu réfléchi, OK, ce webinaire, il s'appelle Manager en période de crise. Je pense qu'on est en plein dedans encore. On l'a été peut-être encore plus en mars, quand en plus de ça, on avait une espèce d'inquiétude et c'était hyper anxiogène pour les équipes. Sur nos santé, la santé de nos familles, etc. Donc un peu pour moi, c'est toutes ces questions-là qui se posent aujourd'hui parce que finalement, manager, c'est quoi? C'est guider, c'est incarner, c'est inspirer, c'est révéler ses équipes, c'est faire aussi, faire à côté de ses équipes et c'est écouter. Et comment je guide dans le noir? Comment j'incarne la stratégie? Alors que franchement, je ne sais pas trop. Nous, pour tout vous dire, au moment où le Covid est arrivé, donc il y a 1 an maintenant, on était en pleine levée de fonds chez Maria. Donc c'était une levée de fonds aussi pour Lyon, pour toutes les écoles. Et vous imaginez bien qu'une levée de fonds en plein Covid, ce n'est pas le meilleur moment. Donc, on était en plus un peu sans savoir. Est-ce qu'on dit à nos équipes qu'on va lever, que ça va aller? Est-ce qu'on ne lève pas? On ne savait pas exactement, même nous, ce qui se passait. Et c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. C'est dans ces moments-là, quel est le management un peu à adopter, à faire? Comment on écoute aussi quand on ne se voit plus? Parce que vous voyez bien, là, on est sur Zoom, on est tous un peu chez nous, etc. Et en plus de ça, forcément, la crise donne encore plus de choses à faire. Il y avait plein de trucs administratifs à gérer, etc. Et comment on fait et comment on montre avec les équipes qu'on est à côté d'elles en train de faire dans ces cas-là. Donc voilà, si vous voyez d'autres choses, vous me dites. Et du coup, pour moi, les grandes questions qu'on se pose là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait être? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors ça, c'est un peu la totale, quoi. Organiser, il faudrait révéler les équipes, être empathique, motivant, expert, disponible, inspiré, faire confiance, donner feedback. Mais pour de vrai, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, OK, on va essayer de donner du feedback, d'incarner la stratégie, d'avoir du leadership, d'être un bon client, de continuer à fixer des objectifs. Mais dans la réalité, on tente un peu d'être tout ça. On apprend surtout, on apprend énormément sur le tas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre et à avoir en tête en tant que manager, c'est qu'on a le droit d'apprendre et je pense que ça va être une des grandes leçons, j'espère en tout cas, de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On se plante un peu, on progresse, on itère et parfois on panique, parfois on nature, quoi. Et pour de vrai, c'est un peu plus ça la réalité. Alors comment on fait concrètement pour être là-dedans, pour essayer de bien faire? Comment on fait pour tout ça? J'aime bien, moi, commencer par le principal, c'est de vous présenter un peu les 2 figures qui, pour moi, vont résumer un peu tout ce qui se passe dans le management. Le premier, c'est Albert Einstein. Donner l'exemple, c'est pas le principal moyen d'influencer, c'est le seul. Et ça, ce que j'aime bien, c'est un peu ce qu'on appelle le lead by example. Et honnêtement, dans ces périodes-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire beaucoup de choses, parce qu'évidemment, on va prendre la parole, la communication va être renforcée dans la crise. Mais à partir du moment où on dit, il faut faire ce qu'on dit. Et je pense que c'est une chose super importante et pas imposer des choses sans les faire nous-mêmes.
que ce soit même, on va dire aux gens d'aller se reposer, parce qu'en fait, on croit que comme on était en confinement, etc., on est chez nous, c'est moins fatigant peut-être, alors qu'en fait, on a d'autant plus en fait, besoin de vacances, de décompression. Mais en tant que manager, il faut sûrement souvent être le premier à se prendre ces moments-là pour que les équipes se le permettent. Et ensuite, moi, j'aime bien l'exemple d'Aimé Jacquet aussi, en tant qu'entraîneur, manager reconnu, en tout cas en France, qui dit ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble. Et donc là, vous voyez, on est à nouveau dans le faire. Et j'aime bien un bon mélange Einstein, Aimé Jacquet. Et là, généralement, on a un peu les armes pour faire. Alors, généralement, pour manager en temps de crise, les réflexes qu'on pourrait avoir, comme je vous l'ai dit, ça va être de beaucoup changer. On va changer le jour le jour. Un jour, on est confiné, le lendemain, on ne l'est plus. Puis en fait, il y a ça, va y avoir les aides. Ah non, elles n'y sont plus. On a plein de réflexes différents, donc on peut avoir tendance à être un peu une girouette. On peut aussi avoir tendance à prendre la position de bon, je vais maîtriser. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Je dois incarner ça pour mes équipes, mine de rien, puisque je suis quand même celui qui guide. Et parfois aussi, je vais avoir tendance peut-être à trop en faire. Là, ce qu'on va regarder, et je vais essayer de vous donner un peu des petites choses que moi j'ai vues sur en fait un peu le comportement opposé. Comment on peut se dire, OK, je ne vais pas paniquer, je ne vais pas changer du jour au jour. Du coup, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Concrètement, et ce qu'on va regarder ensemble tout au long de cette présentation, ça va être comment je me focalise sur les équipes, comment je n'oublie pas mes clients, comment j'ai toujours les bons mots, je communique et je valorise un peu la spontanéité, je pense, dans la communication. Et comment je suis généreux. Je pense qu'il faut avoir des actes de générosité, on verra. Et surtout, pour moi, le dernier pan qui est assez important, et je vous raconterai un livre qui est en train de sortir. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai commandé et ça a l'air assez incroyable sur, en fait, être un bon manager aussi, c'est d'oser sa vulnérabilité et oser assumer qu'on va se tromper. Et je pense qu'en temps de crise, en fait, c'est aussi important pour inspirer la confiance. Donc, je pense que la première étape, se focaliser sur les équipes, c'est primordial. Pourquoi? Donc là, je vous ai mis un petit exemple de nous, ce qu'on avait, c'était une petite slide sur le côté d'un de nos team meetings. Quasiment tous nos team meetings, on commence avec ça sur le côté l'équipe, parce que en fait, je pense qu'au moment d'une crise, on a besoin de structure. Et toutes les équipes en ont besoin. Et donc, nous, notre rôle en tant que manager, ça va être justement de resserrer les rôles, de refaire comprendre, clarifier les responsabilités, où sont les attentes, qui est responsable de quoi, revenir à chaque fois là-dessus et prendre des moments dans one-on-one pour être sûr que chacun est hyper au clair là-dessus. Parce que cette structure-là, elle va être hyper importante. Dans cette structure-là, on va ajouter beaucoup d'alignement, d'encadrement et un peu de rituel. Qu'est-ce que ça veut dire les rituels? Ça veut dire soit on n'avait pas l'habitude du télétravail et tout d'un coup on doit l'adopter, soit de toute façon on avait l'habitude, mais là on est dans une période où c'est anxiogène, ça va plus vite, il y a des choses où on ne sait pas très bien, donc du coup on va redoubler de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va instaurer un meeting tous les lundis matins qu'on n'avait pas forcément. On va instaurer, nous personnellement, chez Lyon et chez Maria Schools, on avait l'habitude de se voir en présentiel. On ne faisait pas de télétravail. Donc tout d'un coup, comme on s'est mis à faire du télétravail constant, donc full remote, on s'est dit il faut aussi garder des moments informels. Comment on fait pour garder ces moments informels? Et donc, on avait créé des petits jeux qui avaient lieu vers 14h au moment du café, le 14h, 14h30 ou le 14h, 15h, et qui nous permettait de faire. Donc, honnêtement, on a épuisé un peu tous les petits jeux, mais honnêtement, ça mettait une bonne ambiance. On a beau l'impression de connaître bien les personnes avec lesquelles on travaille. En fait, tout d'un coup, on découvre aussi des choses. Donc, dans les jeux que nous, on aimait bien et qu'on fait, c'était deux vérités, un mensonge. C'est aussi essayer de se demander, et ce on aimait bien faire, vous demandez à chacun, mais alors ça, c'est à vous de l'organiser, vous demandez des petites choses à chacun, quel est le truc le plus waouh que tu aies fait et personne n'est au courant. Et tout d'un coup, vous mettez ça et tout le monde doit deviner quelle est la personne qui a écrit ça. Ça crée des espèces de moments de partage et des moments informels qui, nous, sont devenus un peu des rituels qu'on fait un peu moins souvent aujourd'hui, mais on continue à le faire sur une base régulière au moins du mois, qui fait qu'on a beau moins se voir, on continue à avoir un peu ces moments informels et sympas et qui sont super importants. Je pense que quand en fait
on a l'impression que tout tangue, en tout cas tout tangue autour de nous, dans l'économie, dans la société, etc. C'est important de savoir à quoi se fier et sur quoi on peut se fier. Et c'est pour ça que c'est super important dans ces moments aussi de rituels. Là, je vous ai parlé de mutuelle informelle, mais nous, on avait aussi ajouté en milieu de semaine qui était un peu communication. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était la communication sur ce qui se passait avec nos clients, sur la levée de fonds, parce qu'on était en plein de levée de fonds, etc. Parce que c'est un moment où vous allez harmoniser les messages, vous allez mettre tout le monde à la même page et au même niveau d'information. Et ça, pour le coup, c'est hyper important de pouvoir avoir ça comme fondamentaux. Et je pense que dans ces moments-là, il faut toujours, toujours, toujours rappeler le fondamental, ce qui est pourquoi on est là et à quoi on sert. Pour moi, c'était les deux choses qu'on rappelait tout le temps et qui étaient hyper. Alors, est-ce que les rituels que vous avez maintenus depuis un an, les moments informales? Joséphine répond. On débat, on les faisait plus régulièrement. Je pense qu'on les fait encore une fois par mois, ces rituels-là. On est revenu pas mal au bureau. On fait un peu des tours. On n'est pas très nombreux et on a des grands bureaux. Donc, pour nous, ce n'est pas tout à fait un sujet d'être à 100% en télétravail. Et on a gardé une fois par mois les rituels complètement informels où on parle de choses euh, un peu en dehors de tout ce qu'on connaît sur nous d'habitude. Et donc voilà, donc c'est des choses, oui, oui, qu'on a maintenues, qui sont bien. Ce qu'on a maintenu aussi, c'est d'avoir compris que rappeler la mission de l'équipe, rappeler le pourquoi on est là, en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps ou juste au team meeting une fois par mois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquent. En fait, c'est Simon Sinek, moi j'adore, je ne sais pas si vous avez regardé déjà sa conférence sur justement la prise de parole, etc. Start with why, le pourquoi. Toujours, toujours, toujours le pourquoi. Et je pense que vous y avez tous été confrontés dans votre vie de manager. Mais en fait, très souvent, les gens, non, mais là, c'est pas hyper clair, mais où on va, où est la mission, etc. Parce qu'en fait, c'est au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et tout le temps, l'inspiration, le pourquoi. Je sais que chez Payfit, dans les équipes produits, tous les 15 jours sans exception, ils ont 45 minutes de inspirational talk. Et c'est que sur l'inspiration. Regardez où est-ce qu'on va, regardez comment on peut aller encore plus loin, etc. pour maintenir. Et ils font ça, ils faisaient ça à l'époque où c'était pas du full remote et ils le font encore plus aujourd'hui. Il y a un autre exemple dans pourquoi il faut se focaliser sur les équipes en premier. Et alors là, pour le coup, c'est un grand capitaine d'industrie, donc Bernard Arnault, qui a dit, la première chose qu'il a dite, qui a été rendue publique, c'est que LVMH, tout ce qui sera frais en priorité, ça sera pour la santé d'abord de nos salariés et ensuite de nos clients. Donc vraiment l'importance dans, les, dans ça. Après, à partir du moment où vous vous focalisez sur les équipes et qu'il y a de la communication, vous allez comprendre où sont les points un peu de mais ça c'est pas clair, ça je suis au courant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Vous voyez qu'il y a des équipes qui tout en temps restent en pyjama devant leur caméra, sont moins bien. Et là, vous créez ou pas des process adaptés, un peu plus de réunions, vous prenez les gens. Nous, on avait créé les do's and don'ts du remote pour aider chacun. On a été s'inspirer. Hein. Franchement, vous allez sur Internet et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire ça pour aujourd'hui, comment manager ces équipes en temps de crise. Il y a eu un nombre de publications sur les bonnes pratiques à faire pour travailler en full remote qui est juste mais génial et qui nourrit. On pourra vous partager, il y a notamment un article qui avait été créé, ils ont partagé toutes leurs slides de Blablacar. Je vous le partagerai si vous voulez. Vous avez absolument toutes les règles, elles sont absolument parfaites. Et nous, on en avait repris certaines qu'on avait adaptées à nos équipes. Il y a une autre chose qu'on aime bien faire et qu'on on pourra vous donner accès. Je crois qu'on est en train de le remettre en ligne. Il n'y était plus. Mais il y a un petit test qui est pas mal à faire pour chacune de vos équipes. Nous, c'est une des choses qu'on fait dans les équipes, dans les moments d'équipe, qui s'appelle les 5 langages de l'amour, qui vous permet, en fait, ils l'ont remanié en les 5 langages du management. Et ça vous permet, si on ne l'a pas là tout de suite disponible, je vous l'enverrai soit dans l'après-midi, soit par email. Et ça vous permet, tout le monde le fait dans les équipes, de voir en fait comment fonctionne chacun et comment lui, il a l'impression qu'on est en train de prendre soin de lui. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de paroles valorisantes, besoin de s'entendre dire que ce qu'ils font, c'est bien. Il y en a d'autres, ils ont besoin que vous alliez prendre un moment avec lui en one-to-one. Vous ne regardez pas vos emails, vous ne regardez pas votre téléphone portable. Et c'est ce moment-là qui est super important. Et vous allez comprendre un peu quels sont les langages qui vont permettre à chaque personne. Et parfois, vous allez voir que vous, en fait, les paroles valorisantes, vous en foutez complètement. Mais que ce qui est hyper important pour vous, c'est la personne qui va venir sur le terrain, qui va vous rendre service au moment où il faut. Et tout d'un coup, vous pouvez aligner un peu comme ça et les équipes apprennent à mieux se connaître et à un peu valoriser ça.
je pense que dans la focalisation sur les équipes, la dernière chose que moi j'ai vue et faire et qui s'est bien passé, c'est comment on revalorise un peu chaque personne. Et en fait, on peut revaloriser les gens quand on refait un alignement, un encadrement, une harmonisation un peu des rôles et des responsabilités. Et c'est des moments super importants en temps de crise, se dire, bon, bah, comment j'ai revalorisé telle personne, que ce soit avec des responsabilités, en donnant de l'autonomie. Et ça peut être bizarre, mais je pense que dans un moment, justement, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, montrer l'autonomie, c'est montrer sa confiance et c'est en tout cas faire grandir chaque personne. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions qui sont en suspens. J'ai vu qu'il y avait dans la conversation des petites choses. Ouais, on a une question de la part de Rogo, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, donc je vais demander en message direct de Est-ce que vous avez dessiné le système pour avoir une vue d'ensemble de l'écosystème de process, du coup? Alors, dessiner le système, non, mais on avait un agenda que je pourrais t'envoyer, si tu veux, Rogo, qui était très clair avec, on savait ce qui se passait le lundi, on savait ce qui se passait le mercredi à midi, on savait ce qui se passait le jeudi, on savait ce qui se passait le vendredi. Donc, on avait dessiné cet agenda de meeting. Et ensuite, pour tout ce qui est système de full remote, etc., si c'est ça dont tu parles, ou l'écosystème de process, là, je te recommande, on va te mettre, peut-être que tu peux le mettre dans la conversation, Joséphine. On l'a partagé ensemble, c'était Pauline qui nous l'avait partagé, l'article qui a été publié, c'est un slide share par Blablacar. Tu peux retrouver dans nos conversations. Je vais tout vous envoyer dans le mail récap. Si je peux prendre la parole. Oui, vas-y. En fait, ouais, là où je m'interrogeais, c'est qu'effectivement, comme tu l'as constaté, il y a beaucoup d'outils qui ont été partagés sur Internet. Et c'est un peu le problème que je trouve, c'est qu'on se retrouve tous avec des outils, on les applique tous, mais on n'a aucune notion de comment ils interagissent ensemble. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils s'opposent? Est-ce qu'ils overlappent ou pas? Et c'est pour ça que... Alors, moi, ma recommandation, c'est pas d'aller ajouter des outils, c'est de encore mieux utiliser nos outils au quotidien. On a, chez Lyon, pas du tout utilisé de nouvel outil. Hein. On a renforcé en revanche notre communication Slack. Bon, on a utilisé Zoom, mais on l'utilisait déjà. Et on a renforcé notre utilisation de l'agenda, peut-être. Tous les agendas de tout le monde sont publics. On voyait exactement. On a pris possession de l'agenda Lyon. On a créé un agenda qui est l'agenda de l'entreprise. On voyait ces moments qui étaient extrêmement clairs. Mais on n'a absolument pas rajouté d'outils. Donc, après, les faire parler, je pense que oui, effectivement, c'est super important. Je pense qu'on est dans un moment où, ce que je disais, hein, quand on pense à ces équipes, on pense à harmonisation. On pense à resserrer, tu vois, j'ai dit on resserre les rôles, on resserre les responsabilités, on revoit les attentes. Donc, plutôt que d'ajouter des choses, je pense que là, c'est se dire, est-ce que j'ai supprimé, vous savez, c'est comme quand on parle de produit, est-ce que j'ai suffisamment supprimé là et je peux le sortir? Est-ce qu'il est au maximum de simplicité? Je pense qu'on casse des choses, justement, on a moins de silos. Et donc, du coup, on utilise mieux les outils qu'aujourd'hui on utilise. Et je pense honnêtement que l'utilisation, je ne sais pas vous quel est l'outil, mais dans les entreprises, souvent, il y a Teams, il y a Slack, il y a, nous, on a renforcé aussi sûrement notre utilisation de Notion. En fait, on n'a absolument pas ajouté d'outils. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mieux utilisé ceux qui étaient en se rendant compte de la valeur qu'ils avaient. Et plutôt que de les avoir en mode ah bah là, je suis obligé d'aller remplir dans Notion parce que c'est notre Bible, on a enfin pris possession de l'outil et on l'a rendu généreux plutôt que d'y être un peu asservi, si je peux dire ça comme ça. Donc, ouais. moi, Génial, c'est exactement ça. C'est exactement cette notion-là qui est hyper intéressante, c'est que de dire aujourd'hui, en fait, c'est un peu les trois étages. Il y a un premier étage qui est être, on est cool, on est à la pointe, on est innovant. Il y a le deuxième étage, et ben, on fait des meetings, on fait des trucs. Et pour faire ces meetings, on utilise Zoom, on utilise Notion. Mais si on est tout le temps en bas de l'échelle et qu'on nous dit, bah, faites des stand-up, faites des réunions tous les mois, faites des trucs informels, si on ne sait pas pourquoi on fait ça et quelles sont les valeurs et la culture d'entreprise derrière, je trouve qu'on perd du sens en fait. Bah, oui, bah, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, hein. Start with why. Toujours rappeler. Il y a une autre chose à faire dans ce que tu me dis. Là, il y a deux choses qui m'ont interpellée. La première, c'est on est cool, on fait. Je pense qu'au contraire, on n'est pas cool dans ces périodes-là. Et je ne sais pas si je l'ai mis, mais on a un petit poster, nous, normalement, dans nos locaux qui s'appelle Don't Be Cool. Et là, je pense qu'on est plutôt dans un moment
de sérieux. Là, il va falloir être encore plus exigeant avec nous-mêmes, avec tout, et donc se dire les choses encore plus, resserrer les rôles, etc. Donc là, on n'est pas spécialement dans un moment, on a un moment d'exigence, un moment de travail, un moment où le chaos est encore plus fort, et donc du coup, il faut faire ça. Et la deuxième chose, c'est tous ces rituels, on nous dit oui, faites. Je pense que ça doit quand même venir aussi du haut, hein, ça doit venir du management. Le manager peut décider avec ses équipes d'en instaurer. C'est hyper important. Et surtout, à partir du moment où vous avez des rituels, nous, ce qu'on avait fait pour que chacun se sente honneur, c'est que, par exemple, le team meeting du lundi matin, c'était un moment où chacun annonçait quel était son focus de la semaine, qu'est-ce qui allait être important. Et du coup, par rapport au focus de la semaine dernière, où est-ce qu'il avait avancé, pas avancé. Donc, on essayait de le faire pour que chacun ait que 3 bullet points, pour que ça aille pas trop lentement. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des tours où une des personnes de l'équipe, mais le stagiaire aussi, menait cet entretien et menait cette réunion. Parce qu'à partir du moment où vous menez la réunion, donc moi, je me suis retrouvée avec des stagiaires qui me disaient « Et toi, Annabelle ?» Et donc, c'était moi qui devais expliquer que est-ce que j'avais bien fait, oui ou non, ce que j'avais dit que j'allais faire et quels étaient mes focus. Et donc, vous voyez, comme ça tourne, on est chacun honneur, on a chacun des responsabilités et montre, et ce n'est pas toujours descendant la même personne qui fait, et donc du coup, chacun prend la responsabilité. Je pense qu'il y a un truc super important aussi dans tous ces rituels que vous faites, c'est de distribuer les responsabilités dans les rituels. Ne jamais être toujours la personne qui parle et qui dit ce qu'on va faire. Parce qu'à partir du moment où vous distribuez les responsabilités, ça peut être juste l'intro, ça peut être la conclusion, la prise de notes, faire et toutes ces choses-là font que chacun se sent impliqué dans le meeting et que ça change un peu votre rituel qui est toujours un peu la même et qu'on se lasse. Ça, c'est une des choses aussi à garder en tête. Annabelle, on a une question de la part de Florian aussi, qui demande donc comment éviter de tomber dans la réunionnite et est-ce qu'on a mis quelque chose en place plus orienté vers la culture de l'écrit. Et juste avant de te laisser répondre, Annabelle, moi, en tant qu'employée, j'ai aussi vu la différence. En effet, ce que disait Annabelle, c'est qu'on n'a pas forcément rajouté des outils, mais Notion et Slack, on a fait un énorme focus dessus, on a fait un énorme nettoyage aussi pour que tout soit bien noté à l'écrit et qu'on ait accès à toutes les infos des différentes équipes et qu'il y ait vraiment des passerelles entre nous tous pour qu'on puisse tous apprendre et continuer à communiquer même en asynchrone grâce justement à la culture de l'écrit. Voilà, Annabelle, je te laisse répondre. Merci. Non, vous voyez là ce qui a marqué, paniquer, changer au jour le jour, faire semblant de maîtriser, trop en faire. On est un peu tombé là-dedans au tout début, hein, soyons honnêtes. Donc je vous avoue qu'au début, on avait mis beaucoup trop de réunions. On était un peu paniqué, quoi. Donc, et au fur et à mesure, en revanche, je pense qu'on a bien fait, c'est qu'on a énormément passé de temps. Parce que, en fait, manager en temps de crise et de trucs, je pense que je pourrais le dire, c'est encore plus de travail, encore plus de temps à dédier à ses équipes, parce que finalement, c'est ça le management, c'est du travail, des méthodes et du temps. Et du coup, au début, oui, on en avait trop fait, on était tombé dedans. Mais comme on écoutait les équipes, on a complètement vu au fur et à mesure et on a trouvé notre rythme. Et aujourd'hui, on a maintenu pas mal de choses qu'on n'avait pas avant et qui sont géniales et qui marchent bien. Et en revanche, nous, ce qu'on a tendance à faire, on est très sur, vous savez, organisation collective et personnelle. Est-ce que je suis à un bon niveau d'efficacité, pas, etc. Et donc, ça nous arrive de se dire, tiens, cette réunion-là, je ne l'ai pas remise en question depuis très longtemps. Est-ce qu'elle est toujours aussi utile? Et si je la supprime, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous les gens qui sont conviés de manière automatique dans mon agenda depuis plus de 4 mois, c'est utile ou pas utile? Et ça, on reprend nos réunions à peu près tous les trimestres pour regarder si on les maintient, comment on les maintient et qu'est-ce qu'on y améliore. Je pense que c'est super important de faire ce travail-là, parce que sinon, vous vous retrouvez avec un agenda, avec des réunions où vous y allez parce qu'on a pris l'habitude, et du coup, les gens travaillent moins les réunions avant d'arriver, et on perd un temps fou, et on repart dans tout ce on n'a pas envie de repartir, quoi. Donc oui, j'avoue, au début, on en a fait trop. Le trop en faire, on l'a fait, mais je pense qu'il était utile pour trouver le bon rythme, la bonne chose, et se faire. Alors après, dans les choses, je vais passer un peu moins de temps là-dessus, mais qui est quand même très importante, c'est de maintenir le lien avec le client. Parce que c'est aussi une de vos priorités, c'est aussi une priorité en tant que manager de montrer qu'on maintient le lien avec les équipes, que les équipes, du coup, aient envie d'aller encore vers le client, de montrer ses efforts, en fait, effectués. Il n'y a pas une quelconque culpabilité avec le client de tout ça. Parfois, on a pu faire les choses moins fort, moins bien pour des raisons au début de crise, de panique. S'il y a des équipes au chômage partiel, il y a moins d'équipes disponibles, des choses comme ça. Donc, je pense que là-dessus, c'est vraiment comment je garde une communication intacte, mon propre style de communication, que je ne change pas ça
et que je valorise aussi la spontanéité, c'est-à-dire l'échange, pas chercher en fait la perfection. Et nous, là, je vous ai mis un petit exemple de la Minute Mindset, qui est un podcast qui est sorti justement par une équipe projet qui s'est formée pendant le confinement, qui avait envie de faire ça parce qu'on s'est dit, bah, là, on voit moins nos clients. Nous, on n'avait pas l'habitude. Hein, pour rappel, avant, en mars 2020, Lyon était une entreprise où on faisait des formations, des événements. Là, l'événement de ce matin, il aurait été 100% en présentiel. Et en fait, on est passé avec du e-learning aujourd'hui, mais avant ça, on ne l'avait pas. Et donc, du coup, tout d'un coup, on s'est dit, mais comment on maintient le lien avec nos clients? Comment on peut leur parler? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et c'est comme ça qu'on a voulu aller les chercher. Et on leur a dit, on aimerait bien vous mettre en avant aussi dans un podcast. Et donc, on a été chercher plein d'individus différents, des clients, des speakers. Et alors, il y a moi aussi, hein, mais ça, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, l'épisode. Et ça a été, nous, notre manière aussi de faire en sorte de les garder dans la boucle, de pouvoir les mettre en avant et de leur dire, regardez, on continue, à faire des choses pour vous, parce qu'on a sorti un podcast où vous avez en 15 minutes une espèce de bouffée d'air frais et plein de petits apprentissages pratiques. Et de l'autre côté, on a été chercher quelques clients qu'on a voulu mettre en avant dans ce podcast. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. Non, pardon, c'est moi qui ai posté le podcast de Minute Mindset. Alors, parfait. Donc, je pense que c'est une des choses importantes aussi à faire, c'est comment je vois que je suis encore dans un, vous savez, ce mot terrible, mais la customer centricity, quoi. Malgré tout ce qui est en train de se passer, et dans une communication de, on ne peut pas faire les choses comme avant, on le sait. Donc, voilà ce qu'on vous propose et voilà ce qu'on est capable de faire. Et je pense que dans ces cas-là, vous maintenez cette espèce de lien authentique qui est super important, d'être vous-même. Ensuite, je pense qu'il y a une chose importante dans ces moments de crise, qui est de valoriser la transparence dans sa communication. Et là, pour moi, il y a deux choses. C'est qu'il va y avoir des conversations difficiles, forcément. Va y avoir des moments, mais je pense que quand on joue la transparence, quand on est très, entre guillemets, honnête, tout justifie, ou presque, en tout cas quand on est aligné avec ses valeurs, mais il faut travailler la manière de le dire. Et travailler cette manière de dire, c'est, vous savez, toutes ces questions de feedback, comment je fais un bon feedback avec, je vais parler du comportement, dire parler de fait, et pas de ressenti forcément. Des choses comme ça, c'est des choses en fait hyper importantes. Et je pense que dans ces moments-là, il faut d'autant plus travailler. Quand on va avoir ces conversations difficiles, on n'y arrive pas comme ça. On arrive, on les a travaillées, on sait ce qu'on va dire, on est d'autant plus préparé. Je vous ai mis un mot là qui s'appelle le devoir de s'asseoir. Nous, c'est quelque chose qu'on fait chez Lyon. Assez régulièrement. C'est un moment où on voit bien que peut y avoir des tensions parce qu'il s'est passé des choses difficiles. On a dû se séparer de collaborateurs. On a dû se séparer de collaborateurs en période d'essai. On s'est séparé de collaborateurs qui sont venus plus longtemps. On a dû prendre des décisions. On avait décidé qu'on faisait que ça. Et finalement, la crise a fait qu'on a pris un autre virage. On n'est pas... plein de choses comme ça. On n'a pas pu avoir les clients qu'on voulait, du coup, on n'a pas la progression. Des choses où on sent que les équipes, du coup, soit commencent à rentrer dans un espèce de peur, soit on sent que l'équipe n'est pas contente. Pourquoi on s'est séparé de ce collaborateur? On sent qu'il y a des non-dits, en fait. Et si on sent ça, nous, on appelle ça le devoir de s'asseoir. Donc, on se met tous autour de cette caméra. Tout le monde met sa caméra haute. Et là, c'est un peu le moment où on ouvre les chakras. Chacun balance un peu. Et il y a des choses où, je vous jure, vous prenez... y a des choses terribles qui sortent. Mais en fait, ça fait du bien. C'est un peu le moment où vous vous dites vraiment un peu, là, je trouve ça pas normal qu'il s'est passé ça et j'arrive pas à le comprendre. Et enfin, vous l'entendez. Et comme c'est partagé, vous pouvez vous expliquer, vous raconter. Et tout d'un coup, les personnes ont le sentiment d'avoir été entendues. Et c'est ça le plus important. Je pense, vous savez, vous connaissez la pyramide, on dit les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Je vous retrouverai le texte, c'est hyper important. Et dans les dysfonctionnements d'une équipe, il y a le fait si on ne peut pas montrer son désaccord. Et montrer son désaccord, c'est hyper important et ça se montre aussi dans les conversations difficiles. Ce n'est pas que dans les décisions qui sont prises. Dans les décisions qui sont prises, moi, ce que j'aime bien, je vous donne un petit tip, ce que je fais là-dessus dans la communication. Quand je prends une décision et que je vois bien que c'est en désaccord, mais qu'il faut la prendre, évidemment, il y a énormément d'écoute de la part de l'équipe, mais au-delà de cette écoute-là, j'avais lu ça quelque part, je crois que c'est une des personnes de Google, Larry Page, qui faisait ça, et j'avais lu et je trouvais ça génial, c'est de dire, OK, on va faire un pari.
j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais j'ai pris cette décision, donc parions que j'ai raison. Et donc, du coup, la personne là en face, elle se sent prise dans la décision. Ah ouais, ok, bon, bah, elle veut qu'on joue, peut-être que j'aurai raison, on verra. Mais comme elle est prise dans la décision, elle va jouer le jeu, quoi, et elle va le faire. Et donc, c'est des petites choses qui peuvent marcher. Mais là, pour le coup, dans les devoirs de sa sœur, je pense que c'est des bons moments où il faut dire, il faut montrer que les personnes sont écoutées. On n'est pas obligé de le faire avec toute l'entreprise, hein. C'est avec les équipes, avec quelques personnes. Évidemment, renforcer les one-on-one. Et évidemment, là, je le disais, et là, je repense un peu à la phrase d'Aimé Jacquet, c'est de transpirer ensemble qui sert, parce que c'est ça qui est aussi utile là-dessus, c'est de se dire, on va aller sur le terrain au moment des moments difficiles et montrer qu'on est là aussi et que nous aussi, on fait ces tâches pas faciles. Donc, je pense que c'est hyper, hyper important d'être d'autant plus transparent. Et là, on revient à la question de tout à l'heure qui était sur les fameux outils, etc. Et oui, dans ces moments-là, il faut aussi énormément utiliser la communication asynchrone, être transparent sur ce qui se passe. Et on n'est pas obligé d'être tout le temps connecté et de dire, mais on peut aussi écrire ce qui s'est passé, écrire l'information, rendre public des channels Slack de où est-ce qu'on en est avec quelques clients, qu'est-ce qui est en train de se passer, pour que chacun voit aussi où est la situation. Parce que généralement, nous, on a dû se séparer de collaborateurs qui étaient des collaborateurs, qui étaient là depuis longtemps pendant le confinement. Donc, ça a été des moments hyper difficiles. Et du coup, on a joué la transparence sur aussi où est-ce qu'on en est en termes de revenus, en termes d'EBITDA et où est-ce qu'on en est en termes de levée, puisqu'on était en pleine levée de fonds. Et donc, du coup, on avait vraiment un équilibre à jouer sur il faut être honnête, il faut en même temps que l'équipe garde la confiance. Et je pense que la confiance, elle est gardée aussi sur, on leur disait tous les jours pourquoi ils étaient là, pourquoi on avançait et comment on avançait et ce qui se passait de bien. Et ils étaient aussi, du coup, extrêmement nourris de ce qui était en train de se passer avec la levée de fonds, avec les bonnes et les mauvaises nouvelles pour comprendre aussi ce qui se passe. Et je pense que c'est quelque chose de, honnêtement, assez encore plus important dans ces moments-là. Et enfin, je pense que c'est aussi important, c'est les gestes de générosité. Et quand je parle de gestes de générosité, je ne parle pas que de primes et d'argent. Non, la générosité, elle passe dans le care, la bienveillance, d'en faire attention aux équipes, d'en revaloriser et avec ses clients. Et là, dans les gestes de générosité, je vous parlais tout à l'heure des jeux, mais en fait, prendre le temps pour ces équipes, d'avoir un moment informel, d'aller chercher toutes les anecdotes qui vont vous sortir, de mettre sur un PowerPoint toutes leurs photos, d'aller chercher les photos de quand ils étaient bébés et de dire bah, on va devoir deviner. Ça prend du temps. On n'a pas forcément le temps, mais quand l'équipe joue à ça et voit le temps qu'on y a passé, bah forcément, elle se sent valorisée, bien aimée. Et donc, ça peut être des petites choses, là, ça peut vous paraître, mais en fait, c'est du moment hyper important. Et en fait, je pense que dans ces moments de générosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans ces moments-là où vous donnez la confiance, où vous donnez le mood, où vous voyez un peu, ah bah ok, j'ai fait ça. Et donc, c'est un peu comment je revalorise aussi toute cette contribution individuelle qui s'est passée. Et donc, évidemment, ça peut aussi passer par des primes, etc. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Il va y avoir des gestes de générosité auprès des clients aussi qui peuvent se passer et montrer qu'on va en faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mes clients de plus généreux? Qu'est-ce que je peux offrir que je n'offrais pas avant? Qu'est-ce qui peut un peu renforcer le sentiment qu'on est dans un moment de crise, mais on est aussi un peu, entre guillemets, solidaires les uns avec les autres? C'est des choses assez importantes. Et enfin, pour moi, au début, alors pour tout vous dire, j'avais hésité avec commencer par ça ou terminer par ça, et je me suis dit, on va terminer là-dessus. Pour moi, en temps de crise, en temps de crise et même en temps général, là, on pourrait sortir de comment manager en temps de crise. Là, je vous ai donné un peu les choses les plus importantes, mais il y a une posture à avoir qui est pour moi super, super importante et qui résume cette posture d'aujourd'hui, qui est 3 piliers fondamentaux qui doivent être au jour le jour. La première, c'est quand on est dans un état d'esprit d'apprentissage permanent. Apprentissage permanent, ça veut dire aussi quoi? C'est un truc peut-être qui peut paraître contre-intuitif, mais ça veut dire qu'on va déléguer quand on sait faire. On ne délègue pas les choses qu'on ne sait pas faire du tout, ou en tout cas un peu moins, parce que ce qu'on veut, c'est être en support de ses équipes. On ne veut pas donc ne jamais perdre la main avec le faire. Je pense que c'est quelque chose d'important et encore plus important dans les moments de crise et pas être que dans le contrôle, en fait, c'est dans ce moment-là. Et enfin, l'ambition, bah, en tant que manager, on est ceux qui doivent toujours montrer que les limites, on se les impose, qu'on a des verrous mentaux, qu'on peut aller plus loin et qu'on peut les briser. Et ça, c'est quelque chose de super important. Quand on garde ce trio en tête d'apprentissage, de faire et d'ambition,
on peut mener, à mon avis, des équipes très, très loin et surtout en temps de crise. Et sur cet apprentissage permanent, pour moi, c'est peut-être le plus difficile parce que quand on devient manager, quand on est directeur, quand on est fondateur d'une entreprise, qu'on a beaucoup, on a pas mal de collaborateurs qui, du coup, on a un peu une responsabilité sur les épaules. Ça peut être difficile. On se dit, mais non, je ne peux pas, moi, leur montrer que je suis dans une position d'apprentissage. Je suis censée être le sachant. Mais je pense qu'on peut assumer qu'on sait des choses, mais on peut surtout assumer qu'on est nous aussi dans un processus d'apprentissage, qu'on va apprendre vite, effectivement. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une chose qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est dans un nouvel âge, une nouvelle ère, si on peut dire ça comme ça, qui est l'âge entrepreneurial, l'ère entrepreneuriale, qui ne veut absolument pas dire qu'on est tous des entrepreneurs, mais qui veut dire qu'on est des individus entreprenants, aventureux, audacieux. Et c'est ça ce qu'on va chercher à aller révéler chez nos collaborateurs. C'est toute cette autonomie qui est permise aussi beaucoup par le digital. Et je pense que vous avez vu, je vous ai mis, c'est encore un des posters qu'on a chez Lyon normalement sur nos murs. You can't stop the waves, but you can learn to surf. Et en fait, ces vagues-là, et vous avez vu, c'est les vagues, c'est waves, c'est pas la vague. Elles vont être constantes, elles sont représentatives de notre économie, du monde dans lequel on évolue, et elles sont représentatives du fait qu'en fait, on est dans le mouvement permanent. Moi, j'aime bien cette phrase qu'avait utilisée Jules Verne, qui était mobilis in mobile, et ça veut dire, en fait, pour être à l'aise dans le mouvement, il faut que je sois moi-même en mouvement. Et pour être soi-même en mouvement, on ne peut plus être dans des postures de savoir, dans des postures de propriété d'un savoir, on ne peut être que dans une posture d'apprentissage, parce que comme tout bouge tout le temps, que les outils changent, que les manières de faire, etc., évoluent extrêmement rapidement, on n'a plus d'autre choix que d'être dans cette posture d'apprentissage. Et en fait, on est peut-être même, alors là je la pousse peut-être un peu loin, mais dans un âge où le pouvoir est d'assumer qu'on ne sait pas. Et du coup, j'en viens à une chose qui pour moi est hyper, hyper importante, qui est la vulnérabilité. Et je pense qu'en temps de crise, on peut avoir l'impression qu'il ne faut absolument pas montrer la vulnérabilité, mais si, il faut aussi l'assumer. Il faut assumer qu'on ne sait pas, qu'on va naviguer, qu'on sait tenir le bateau dans la tempête, mais qu'il est dans la tempête et que nous aussi, on apprend et qu'on est là. Et je pense que c'est hyper important. Je vous ai mis une citation là, qui est de Adam Grant, c'est le fameux livre dont je vous parlais au début, qui est en train de sortir, qui explique, en fait, c'est assez marrant, lui, là, son nouveau livre, il encourage tous les leaders et ceux qui veulent être les plus leaders à avoir tort. Et il pense qu'en fait, les meilleurs leaders sont ceux qui sont capables de reconnaître leurs erreurs. Pourquoi? Parce que quand tu as tort et que tu l'admets, tu rends ton esprit super flexible. Et en moment où je vous parlais de toutes les vagues aujourd'hui, le plus important en tant que manager est d'être hyper flexible. Et je pense que plus on est flexible, plus on est bon manager. Et en fait, cette espèce de reconsidération perpétuelle, de OK, on a été là, etc., c'est une modestie intellectuelle et un peu une maîtrise de l'intelligence émotionnelle qui est en fait super, super importante. Et là, ce qu'il explique, pourquoi il vous parle de scientist, c'est que pour lui, on a un peu 3 modes principaux quand on manage, quand on va faire des réunions un peu qu'on va communiquer avec nos équipes, communiquer vers l'extérieur et qu'on va prendre notre rôle de leader. Il dit, il y a un moment, vous avez soit le rôle du prêtre, donc là, tu défends tes opinions qui sont comme des valeurs sacrées, en fait, tu défends vraiment ton opinion très fort. Tu as un peu le procureur, tu veux le dernier mot, tu veux gagner le débat et tu veux démontrer les erreurs de l'autre. Et tu as le politicien, parce que tu veux emporter l'adhésion et être aimé. Et en fait, il dit que parfois, on est un peu trop concentré à défendre ce qu'on croit vrai, où on essaie de séduire, etc. Alors qu'en fait, on devrait tous réagir en scientifique, parce que les scientifiques, ils valorisent l'humilité et ils ne partent pas d'idées préconçues. Et ça, je pense que c'est super important de se dire comment je peux ne pas partir d'idées préconçues et je vais valoriser l'humilité dans les décisions qu'on va prendre, parce que de toute façon, effectivement, tout change. Donc, quand je valorise l'humilité, quand on a pris une direction en valorisant cette humilité, en ne mettant pas son ego d'abord, et ben dans ces cas-là, on peut se dire que les équipes acceptent encore plus de suivre le flow, d'y aller avec nous, etc. Et en fait, ça montre qu'on ne va pas se rigidifier sur des idées arrêtées. Donc voilà, le livre va bientôt est sorti là, je l'ai commandé. Je pourrais vous envoyer une petite note de lecture une fois que je l'ai lu si ça vous intéresse, mais je trouve que ça a l'air assez passionnant parce qu'on revient à Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
et c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, sur cette petite note d'humilité, je pense que lâcher prise, c'est super important parce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte aussi que ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain, aller faire et faire le plus possible. Et vous voyez, nous, là, récemment, on a vécu des petites crises chez Lyon, pas très graves, hein, mais des trucs un peu embêtants où tout d'un coup, toutes les personnes hyper importantes dans notre communauté ont reçu un email qui s'appelait Hello prénom au lieu de Hello Johanna, Hello Joséphine, Hello Ashley, etc. Donc, franchement, pas génial. Là, c'est des moments où, du coup, tout le monde panique, etc. Bah là, qu'est-ce qu'on a fait en tant que manager? On est descendu un peu sur le terrain avec les équipes, on a refait les emails, on n'a pas paniqué, on a pris ça un peu pour rire, on a renvoyé un message en communiquant de manière extrêmement transparente sur le fait que, heureusement que ce n'était pas nous les profs, enfin, quoique, heureusement que ce n'était pas nous les profs parce que vous voyez comme on fait mal les choses. Et du coup, il y a eu de l'humour et on a réussi à, entre guillemets, à rattraper la bourde parce qu'on n'a pas paniqué, parce qu'on a été hyper sincère dans notre erreur, on l'a assumé et qu'en revanche, on la fera plus du tout de chez du tout. Voilà, alors il est 9h18, on a 10 petites minutes pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Génial, merci beaucoup Annabelle. On a une question sur le chat de Romain qui te demandait c'est quoi ta définition de bienveillance et la définition de bienveillance que tu instaures du coup chez Maria et donc chez Lyon. Ouais, c'est une très bonne question. Il y en a un peu deux. La première pour nous, la bienveillance, elle n'est pas du tout bisounours, elle est plutôt dans l'exigence et dans le fait de toujours dire la vérité. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu dis la vérité à quelqu'un, c'est que vraiment tu cares et que la personne t'importe. Et quand tu te mets à lui dire oui, c'est très bien, alors c'est pas très bien, c'est que tu n'en as un peu plus rien à faire et donc tu n'es plus dans la bienveillance. On nous a déjà dit chez Lyon, il y a des clients, pour le coup, qui sont venus nous voir en nous disant c'est dingue parce que quand je vais dans d'autres lieux de formation, je n'ai pas l'habitude qu'on me brosse pas dans le centre du poil puisque je suis le client. Et là, j'ai dit, bah, elle est là, notre bienveillance. Et je vais vous donner un exemple concret qui est avec l'extérieur, mais on marche beaucoup comme ça. Joséphine pourrait vous le dire. On se dit les choses un peu comme elles sont. C'est une élève qui arrive, c'était la première fois qu'on faisait une formation en cours du soir, métier, avec des individus qui payaient en B2C, vous voyez, personnellement leur formation. Avant ça, on avait fait que du B2B. Donc, c'était un peu la phase test. On était hyper contents. Vous voyez, c'est votre première soirée de formation comme ça. Vous êtes un peu stressé. Et là, il y a une des élèves qui arrive et qui nous regarde et qui nous dit bah, franchement, je suis hyper déçue parce que j'aime pas du tout le groupe qu'on m'a attribué pour le reste de la formation. Voilà, comme d'habitude dans mon travail, j'ai le sentiment de subir. Les gens avec qui je travaille, ça m'inspire pas et la problématique sur laquelle on va, ça va pas. Et là, moi, je vous avoue que si ça avait été moi en face de ça, peut-être que j'aurais brossé dans le sens du poil en disant oh là là, elle n'est pas contente, le client, on va la changer d'équipe de problématique. Mais c'était Marion, qui est la DG de Lyon aujourd'hui, et qui la regarde et qui lui dit bah, tu vois, bienvenue chez Lyon. Donc en fait, là, plutôt que d'être comme ça à subir, bah, tu vas agir. Donc, tu vas aller voir ton groupe, tu vas trouver des méthodes pour mieux les connaître, comprendre qui ils sont, parce qu'en fait, tu les as juste vus 2 heures, donc ça m'étonnerait que tu saches qui ils sont. Et tu vas reprendre la problématique, on va la creuser ensemble et on va comprendre pourquoi elle est intéressante. Et si vraiment il faut la changer, bah, il y a ce qu'on appelle le pivot et tu vas la changer. Et tout d'un coup, la fille, elle nous regarde là et elle était un peu, elle dit ah, ok, je vois. Et elle a pris le truc, elle a bien aimé son équipe, ça s'est très bien passé. Et en fait, elle est là, la bienveillance. Elle n'est pas du tout dans le mais oui, change comme tu veux. Elle est vraiment dans l'intérêt qu'on porte à la personne. La bienveillance, elle est que si le travail il n'est pas encore à l'extra mile, bah non. Non, ça, on n'est pas encore content, quoi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se révèlent et deviennent vraiment honneur des choses. Et donc, je pense qu'on est très exigeant. On est dans le faire, mais c'est notre côté d'être bienveillant, c'est qu'on veut vraiment la progression et l'apprentissage. Et je rebondis quand tu dis, Annabelle, on est dans le faire, parce que je trouve que la bienveillance aussi chez Lyon, elle passe par cette phrase qui peut paraître au départ assez différente. Enfin, moi, je n'avais pas l'habitude, je venais d'une entreprise où on ne nous avait pas trop dit ça, et quand je suis arrivée chez Lyon, on m'a dit les choses, il n'y a pas de... En fait, il faut que tu fasses, et si tu fais mal, c'est pas grave, parce que tu vas apprendre de tes erreurs, mais surtout fais, et ce qui est grave, c'est de ne pas faire, et c'est là où tu vas vraiment te planter, c'est si tu fais pas, donc lance-toi, fais. Et oui, si les choses ne sont pas bien faites, on te le dira, mais tu vas apprendre comme ça. Donc, ne t'arrête jamais de faire, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Et du coup, ça nous permet de nous mettre dans cette position où on ose faire des choses, où on tente et on apprend de nos erreurs. Et on sait que oui, on nous dira
face à face que ça, c'était pas très bien fait et qu'on pourra faire mieux la prochaine fois, mais au moins, on n'a pas peur de se lancer et de tester. Et ça, moi, je trouvais ça hyper important aussi en tant qu'employé et donc de savoir que dans notre équipe, on peut innover et on peut tenter les choses, quoi. Voilà. En gros, l'idée là, c'est de dire que là, j'ai mis doing more you're screwed, doing nothing you're out. Mais je pense que ce qui est vraiment important à comprendre là, c'est que la pensée réflexe de ah mais j'avais pas les tenants et aboutissants pour faire ça, ah mais j'ai pas fait parce que enfin, franchement un peu la flemme, j'avais peur que ça c'est irrecevable. En fait, chacun a la responsabilité d'aller chercher les informations, chacun a la responsabilité de faire et que les choses évoluent. Et je pense qu'on essaie d'instaurer dans chacune des équipes un mode d'évaluation qui est vraiment sur les résultats et les impacts de tes actions, beaucoup plus que sur le fameux cool ou autre, quoi. En fait, c'est marrant. Bonjour. Merci pour tout ça. C'était très chouette. J'ai pris plein de notes. Merci beaucoup. Mais c'est intéressant votre point de vue sur la bienveillance parce qu'en fait, je trouve que c'est ce qui ressort de tout ce webinaire. En fait, on pense globalement que la bienveillance, c'est être un peu plus cool parfois, alors qu'en réalité, c'est probablement fixer des règles, cadrer les gens, les accompagner, leur déléguer quand on sait faire. C'est un truc qui est tellement important. Et je trouve ça chouette de le recadrer comme ça, que le care, en fait, c'est plutôt fixer des règles, leur expliquer ça va se passer comme ça, et je suis là pour toi. Oui, c'est la merde en ce moment, mais on va là. Enfin, vraiment, je trouve que tout ce webinaire se sum up, mince, j'ai pas le mot en français, c'est terrible. Ouais, Un peu autour de ça. Et je trouve ça intéressant. Je viens de switcher, du coup, de capter ça, de tilter. Je voulais vous ah bah, trop bien. C'est ce qu'on appelle le AA moment, quand tout d'un coup on Ouais. développe une idée. Ouais, bah, c'est sympa. En fait, je vous avoue qu'en préparant ce webinaire, je suis allée regarder pas mal de trucs qui avaient été faits, évidemment. Et je me suis dit, je ne vais pas repartir dans les do's and don'ts, dites aux gens de ne pas se mettre en pyjama, de trucs comme ça. Et je vais parler plus de, en fait, comment ta culture et ce que tu instaures pour cadrer peut aider à traverser ces moments-là dans le management. Après, je pense qu'il ne faut évidemment pas oublier que c'est beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de travail et qu'il y a plein de petites choses à savoir, notamment, franchement, dans la maîtrise des conversations difficiles, dans la maîtrise de son agenda, dans le côté comment je peux gagner ma place en tant que leader aussi. Il y a des petites choses comme ça qui s'apprennent et que c'est en revanche, c'est pas du tout inné, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des réflexions et tout? Allez-y, même sur vos questions un peu d'entreprise, perso, parce que c'est généralement comme ça que tout le monde se nourrit. Vous pouvez allumer vos micros et poser toutes vos questions ou faire tous vos commentaires à Annabelle. Annabelle, tu as sûrement été super, super claire. Et là, tous nos participants ont le cerveau en ébullition avec tout ce que tu viens de leur partager. Du coup, je vais en profiter une nouvelle fois. En fait, je rejoins exactement ce que disait Suzy. Ça me parle beaucoup, cette espèce de mélange un peu naturel d'émergence que vous avez, dont vous nous avez fait part, notamment avec cette question de bienveillance. Je suis hyper d'accord avec vous. Pour moi, la bienveillance, c'est justement le choix le plus difficile, pas le choix le plus facile. Le choix le plus facile, c'est de tester, d'être toxique et de baver un peu sur les gens. Le choix le plus dur, c'est de chercher à s'améliorer, chercher à se remettre en question, etc. Donc, pour moi, effectivement, la bienveillance, c'est le choix le plus compliqué, mais c'est le plus noble. Je voulais vous partager aussi quelque chose que moi, j'ai remarqué au quotidien. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagerez ou pas, mais globalement, j'ai l'impression que le management, d'un point de vue, dans son grand ensemble, ça devient de plus en plus une histoire collective. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un bien commun, en fait, qui appartient à la fois aux managers et aux manageants, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais que du coup, tout le monde en est responsable. Dans des sociétés plutôt horizontales et avec les nouvelles générations qui arrivent, c'est la direction qu'on prend. Finalement, on a tous le devoir, et c'est un peu ce que tu as dit aussi, la responsabilité, le devoir et la bienveillance de tous s'auto-manager. Et s'auto-manager, c'est une espèce de cercle vertueux en fait, qui pousse l'entreprise à bouger, être toujours dans le mouvement, être toujours au niveau du surf et tout ça.
Et voilà, moi, c'est aujourd'hui la réflexion que j'ai sur ce truc-là. On est très proche des réseaux de neurones ou des choses comme ça, mais je suis d'accord et pas d'accord pour de vrai. L'auto-management, en fait, oui, dans un cadre, avec des règles et pour que les personnes puissent le faire. Mais votre responsabilité de manager, elle est quand même. Puis surtout quand le bateau tangue, hein, comme il tangue souvent dans les crises, vous êtes aussi là pour prendre des décisions. Et en revanche, c'est après comment on explique ces décisions, comment on les fait passer, et pas que les personnes, les personnes parfois, elles ont besoin de ce cadre, elles ont besoin, c'est ce qu'on disait au début, hein, resserrer les responsabilités, etc. Et ensuite, effectivement, dans ce cadre-là, il faut laisser énormément d'autonomie, laisser la place à l'erreur, laisser la place au test. Auto-management, ça peut marcher sur certains individus, ça marche moins bien sur d'autres. Il y a ça aussi. Donc, c'est comment je vois dans mon équipe les différents équilibres. yes. Bah, je ne parlais pas forcément d'auto-management parce qu'effectivement, j'y crois pas. Pour moi, c'est comme le sport. Il te faut quelqu'un à côté qui puisse te montrer le miroir, sinon tu ne vois pas toi-même. Et c'était plus dans ce sens-là. Et du coup, ça va franchement rapidement toucher des questions de questionnologie, de posture de coaching, de posture basse, de posture haute, comment on alterne les deux, de mentorat. Ça va aussi poser des questions, tout ce qui est autour de la PNL ou d'analyse transactionnelle ou des trucs qui sont vraiment sur comment... D'ailleurs, c'est une question que j'avais, tiens. Vous parlez on parle du manager qui doit justement se remettre en question, faire preuve de sa vulnérabilité. Mais est-ce que vous avez justement des pistes pour que la personne puisse faire la distinction entre soi et les autres, hein, le pro, le perso, parce que des fois, un manager peut être dévoué corps et âme dans le care et dans la flexibilité, etc. à ses équipes, que du coup, lui, il s'oublie lui-même par rapport aux équipes. Et comment on gère ça? Vous savez, il y a des gens qui se nourrissent d'énergie vers l'extérieur, nourris de l'intérieur. Ça, c'est le rôle du manager, quoi. Donc après, c'est un peu... mais oui, il faut faire attention à tout le monde. Il faut pas, et pour moi, c'est montrer aussi au manager que lead by example. Donc en fait, si le manager s'oublie, il n'est pas dans l'exemple, là. Il n'est pas dans l'exemplarité. Donc c'est pour ça que j'avais commencé en disant s'il faut aller... s'il faut aller dans le... s'il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le terrain. S'il faut aller en vacances, il faut aller en vacances. S'il faut prendre... Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi montrer sa vulnérabilité. Il faut assumer. En fait, là, je me suis oubliée, les gars, c'est moi qui suis fatiguée, je pars. Enfin, je pense qu'il faut être là-dedans et ça marche. Et comme l'heure tourne et que les gens vont devoir partir, je vais juste répondre aussi aux autres questions. Comment on peut s'organiser le management de crise avec une équipe très différente? Âge, éducation, connaissance des outils. J'ai le chance qu'un grand part de mon équipe est très contente à la maison, tranquille. Si l'équipe est très contente à la maison tranquille et qu'il y en a une autre partie qui n'est pas très contente à la maison tranquille, il faut voir comment on fait de l'hybride pour ça. Je pense que en fait, le plus important, c'est d'avoir des rituels, d'avoir des moments clés très clairs, très très clairs, qui ne changent pas tout le temps. Parfois, c'est à la maison. Vous voyez ce qu'ont fait les Google, Facebook Co. Hein. Ça sera, OK, maintenant, il faut prendre l'habitude de travailler. Donc, nos rituels, on les met en ligne, quoi qu'il arrive, pour un an. Et comme ça, les équipes, au moins, elles apprennent des nouvelles manières de faire, elles s'y mettent. Et ce n'est pas tout le temps à droite, puis à gauche. C'est un truc un peu, on donne de la constance. Et ça, je pense que c'est important. Et après, quand on a des équipes très disparates en termes même d'usage, d'intérêt, dans le développement de la vision, tout ça, je pense qu'il faut un peu faire le petit devoir de s'asseoir et faire beaucoup, beaucoup de recadrage autour de la mission, faire beaucoup, beaucoup d'alignement des langages. De quoi on parle? Est-ce qu'on est tous d'accord? Qui n'est pas d'accord? Comment toi, tu vois les choses? Parce que, en fait, c'est ça qui est fondamental, c'est de réunir. Il y a plein de techniques pour aligner les équipes dans les manières de projet, dans les manières d'utiliser les outils. Ça passe aussi pas mal par de la formation, je pense. Et à mon avis, ça vaut le coup. Suzy, avez-vous instauré des management labs, des sessions entre managers pour s'aider? Justement, avoir un miroir? Si oui, comment? C'est une hyper bonne nouvelle. Pour de vrai, nous, on est une vingtaine. Donc, on commence à être une vingtaine. Avant, on était une dizaine. Donc, je pense que tu viens de me donner une idée des managers labs pour justement s'aider. On ne l'a pas fait encore. Et je trouve ça très cool parce qu'effectivement, c'est du partage de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait. Alors après, nous, on a un truc quand même chez Lyon qu'on appelle les Learning Coffee. Tous les lundis à 13h45, il y a quelqu'un qui apprend quelque chose aux autres dans son métier. Et chacun passe. Voilà, moi, je voulais vous faire le résumé de ça. Moi, je voulais vous apprendre. J'ai découvert qu'en fait, si j'utilisais Slack comme ça, c'était beaucoup plus efficace. Donc voilà, on passe 45 minutes à montrer. Et donc, il y a aussi parfois des sujets de management qui ressortent dans ces Learning Coffee.
mais c'est une bonne idée de le faire ouais, les viennoiseries étaient délicieuses, Christophe, je suis d'accord. Entre Lyon. Voilà, il est 32. J'aime bien que ce soit à l'heure. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Surtout, vous n'hésitez pas. Moi, je vous mets mon email pour ceux qui voudraient continuer la conversation. Vous pouvez joindre Joséphine, etc. Et comme on vous l'a dit, de toute façon, chez Lyon, on a plein de trucs autour de ces sujets-là. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Merci beaucoup, Annabelle. C'était génial. Et je rebondis parce qu'il y a un participant qui nous a dit il lui fallait pas mal de temps pour digérer tout ce que tu lui avais dit. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de commencer la journée avec justement cette heure qui nous a permis de réfléchir et de repartir avec plein de bonnes idées, de plein de choses à tester. Et surtout en repartant avec une réflexion et un vrai repositionnement et re-questionnement de sa personne. Donc, trop chouette. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis pour ce webinaire. Comme Annabelle l'a dit, chez Lyon, on fait plein de webinaires différents. Donc, suivez-nous sur les réseaux. Vous pourrez toujours nous retrouver. Et si jamais c'est des sujets qui vous intéressent beaucoup, on a aussi la formation management. Voilà, bonne journée à tous et je vous envoie un mail récap avec la présentation d'Annabelle et toutes les bonnes ressources qu'Annabelle nous a partagées. Merci à tous, bonne journée. Merci, et merci d'avoir été aussi nombreux à laisser vos caméras, c'est tellement plus agréable. C'est trop sympa. Bonne journée à tous. Bonne journée. Salut.